Donc ce soir, on a un plateau qui est un petit peu modifié puisqu'on a un représentant qui n'a pas pu venir, qui était cuisinier dans un collège dans l'Aude et qui propose une cantine bio. Mais on a un plateau exclusivement féminin pour parler restauration collective. Ce que je vous propose aussi, pour que ce soit un peu convivial, il y a un deuxième micro qui traîne. N'hésitez pas si vous avez des questions, on vous amène le micro et puis vous pouvez interagir avec le propos des personnes qui sont là. Donc il y a Perrine qui s'occupe du lobby des consciences, qui vous expliquera le rôle de cette association. Dominique Tudela qu'on ne présente plus et Marion Chabert qui arrive de Nîmes, qui va nous parler de l'expérience du Resto Dynamo. Et pour commencer, peut-être la parole à Dominique, puisqu'on parle de restauration collective, on avait envie de parler de cantine. On a tous eu, enfin en tout cas on est sans doute nombreux à avoir eu l'expérience de la cantine plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise, on n'a pas forcément le même rapport à ces repas-là. Donc aujourd'hui, à Saint-Gilles, comment ça se passe? Que mangent les jeunes Saint-Gillois chaque midi? Que peut-on trouver dans leurs assiettes? Alors déjà, pour commencer, il faut dire que la ville de Saint-Gilles sert environ 85 000 repas par an entre les enfants, les demi-pensionnaires des écoles et les aînés. Donc on a, si vous voulez, un système de restauration mixte, que j'appellerais mixte, parce que pour les restaurations scolaires, nous avons affaire à un prestataire. Nous ne cuisinons pas, nous ne le faisons pas en régie, mais nous le confions à un prestataire qui est une régie eux-mêmes et qui est une cuisine centrale qui se trouve à Nîmes. Et donc moi, ça me tenait à cœur puisque, comme vous le disiez, on n'a pas forcément de bons souvenirs, tout un chacun de nos expériences en cantine. Et je voulais absolument, moi je pense que justement l'environnement, la biosphère et notamment les produits locaux, notre agriculture locale, ça passe en premier par les enfants. Et en premier, il faut éduquer les enfants. Donc ce projet me tenait à cœur et ça fait quelques mois et on a beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gard. Que je tiens à remercier puisque maintenant on travaille en partenariat avec eux sur justement les produits que nous mettons dans cette cuisine. Concrètement, on trouve des produits de Saint-Gilles, de Vauvert dans les assiettes. Exactement, on trouve des produits de la coopérative. Est-ce qu'on trouve des produits bio aussi? Tout à fait. Alors là, on est bien sûr, depuis la loi Egalim, on est obligé de toute façon, mais bon, même si on était, nous, quand même conscients qu'il fallait le faire, mais donc voilà, il y a la loi Egalim qui nous impose des repas bio, donc c'est au moins 30% des repas qui sont bio, des repas végétariens, ça fait partie aussi de la réglementation, mais on a en majorité des produits locaux, qu'ils soient légumes, fruits, viande et produits laitiers. Et donc, nous travaillons donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture sur les deux restaurations et nous servons donc des produits vraiment de saison. Les enfants mangent vraiment des produits de saison, voilà. Donc, et vraiment, ce qu'il y a dans l'assiette, on le voit depuis qu'on est passé à cette forme de restauration, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Et là aussi, c'est un levier pour lutter contre le gaspillage et leur apprendre en même temps, parce qu'on travaille aussi sur la pédagogie du tri. Et donc là, je travaille notamment avec mes deux collègues que j'ai cités tout à l'heure, Alexandre et Frédéric, qui font avec moi un gros travail sur les écoles, puisqu'on invite régulièrement, donc on a équipé les écoles de tri, enfin de forme de tri sélectif, etc. On a une école qui a aussi un composteur, donc ils se servent de ce composteur pour après faire leur semis, etc. Ils ont une réserve d'eau naturelle, etc. Enfin, on a vraiment travaillé là-dessus. Et donc voilà, et mes collègues m'aident là-dessus. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et voilà, et donc on lutte aussi contre le gaspillage parce que voilà, les enfants mangeant mieux, on a moins de pertes et de déchets dans les poubelles. Après. Ça fait partie en effet des nouveaux défis. Vous, Perrine, avec le lobby des consciences, c'est un peu votre ligne directrice, essayer de convaincre un maximum de communes de passer à une cantine bio, circuit court, c'est ça, avec le lobby des consciences. Puis racontez-nous aussi d'où ça vient, parce que c'est plutôt Bouches-du-Rhône, je crois. Bonsoir tout le monde. Déjà, merci à l'équipe d'Espérance de m'avoir invitée. Donc, pour la petite présentation, le lobby des consciences a été créé en 2021, je crois. Les deux piliers, vraiment, en fait, c'est de lutter contre l'érosion de la biodiversité, contre le dérèglement climatique. Pour vous répondre directement, c'est au niveau national, en fait, France métropolitaine.
Le but, c'est qu'on a un comité national et un comité d'experts, dont certains experts qui viennent du GIEC, qui établissent en fait des sujets. Donc là, la première opération, effectivement, c'est 10 000 communes en cantine scolaire bio locale. Et notre structure... Que vous avez convaincu ou que vous voulez L'opération est lancée, en fait. Du coup, le nom est idyllique parce qu'effectivement, 10 000 communes, c'est énorme. Il y a 36 000 communes en France et il y en a 20 000, je crois, qui sont encore concernées par les cantines scolaires, donc le primaire et le maternel et les maternelles. Là, ce qui se passe, en fait, c'est que, donc, comme je l'ai dit, c'est au niveau national. Le but, c'est que nos deux présidents fondateurs, donc Nicolas et Stéphane Brunard et Nicolas Bertrand, bon, je pense que personne ne les connaît encore, ils travaillent dans l'ombre, ont recruté des coordinateurs par département. Donc, dans chaque département en France, il y a un coordinateur. Moi, je suis la coordinatrice des Bouches-du-Rhône. Chaque coordinateur a créé une antenne sur jeveuxaider.gouv. Donc, moi, j'ai créé ma petite antenne. Et le but, c'était de recruter un responsable local par EPCI, donc établissement public de coopération intercommunale, communauté de communes, communauté d'agglomération, etc. Et ensuite, le coordinateur, avec le responsable local, avait pour objectif de recruter 30 citoyens porte-parole. Ces citoyens porte-parole-là ont pour objectif d'aller sur le terrain, de prendre rendez-vous donc avec les élus des communes. Pourquoi vous ? Parce que vous avez le pouvoir, par vos cahiers des charges, de décider de ce qui va être fait dans vos cantines. Et ensuite, donc, de prendre 2 rendez-vous, dans l'idéal, un pour faire un diagnostic, également pour sensibiliser, si ce n'est pas déjà le cas, parce que malheureusement, il y en a certains qui ne se rendent pas compte de l'urgence écologique et de la nécessité d'agir dès à présent. Et pendant ce premier rendez-vous, donc, on fait le fameux diagnostic où on essaye de comprendre le fonctionnement, combien de parts de bio, de local, quelle gestion, concédés, prestataires, etc. Quels sont les freins et comment nous on peut les accompagner, parce que le lobby des consciences a des partenaires financiers et des partenaires de communication, également des ambassadeurs, donc Jamie Gourmaud, Lucie Lucas. On a une trentaine d'ambassadeurs du coup qui mettent leur notoriété au service de la transition et de l'assaut, donc ils font de la com sur Insta, sur Twitter, etc. pour nous trouver des bénévoles et pour promouvoir notre opération. Et du coup, j'en arrive enfin au bout un peu du concret de la démarche sur le terrain. C'est d'arriver à faire passer au conseil municipal une liste d'actions concrètes qui ont été décidées du coup, par nos experts. Un rapport complet également est dessus en support avec des études et des analyses où on leur fait des propositions sur des levées d'action. Comment réduire le gaspillage, pourquoi pas créer une régie agricole communale, donc proposer nos partenaires qui peuvent aider à former le personnel, à l'éducation, à l'environnement, etc. Et au cours du deuxième rendez-vous, du coup, on étudie avec les élus sur quelles actions est-ce qu'ils sont prêts à s'engager. Et vraiment, le but, ça serait de créer un élan national, un mouvement vertueux avec le plus de communes possible, parce que les enfants, c'est l'avenir, et aussi l'alimentation, c'est un point énorme pour l'agriculture, pour la santé, pour l'économie. C'est une justice sociale aussi. Pas tous les petits bouts de chou ont les parents qui ont forcément de l'argent pour manger correctement. Et alors, ce lobby des consciences, oui, il y a un an, hein, on va dire, il a été créé en 2021. Est-ce que vous avez déjà convaincu des communes ? Est-ce que vous pouvez en citer un exemple ? Parce que, comme on le dit, on a l'impression que ça bloque. Effectivement, il faut lutter contre le gaspillage. On nous dit souvent, si on fait manger à la cantine bio, ça coûtera plus cher. Les administrés n'ont pas forcément envie de payer plus cher. On ne va pas augmenter les impôts, etc. Qu'est-ce qui bloque derrière par rapport au constat que vous faites, qui est tout à fait vertueux ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de freins. Déjà, le premier, c'est d'arriver à prendre rendez-vous avec les communes, parce que vous êtes très occupés et c'est très difficile de rentrer en contact et de convaincre, parce qu'on est une nouvelle association et pour certains, notre nom peut faire un peu peur. Lobby des consciences, pression, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils vont nous taper sur les doigts, etc. C'est vrai que le mot lobby par lui-même peut impressionner ou en tout cas est connoté. En fait, c'est vraiment un lobby à connotation positive. C'est pour essayer de pousser à avoir conscience de l'environnement qui nous entoure et à agir. Et c'est vraiment une satire des lobbies actuels et pour montrer qu'on peut agir comme eux, mais pour des causes vertueuses. Et juste pour revenir, on a choisi en fait, cette opération dans le contexte de la loi Egalim. Et il me semble que c'est 20% de bio et 50% de produits durables et qualité. Et le problème... Nous, c'est qu'on a choisi 30%. Alors peut-être que oui, on est en dessous de la loi. Enfin, je veux dire, la loi Egalim impose moins, on est supérieur. Voilà, okay, c'est ça. Super. Et le problème de cette loi, c'est qu'en fait, elle est même pas imposée. C'est une loi indicative. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de contrôle. Et c'est juste pour justifier le fait qu'on a choisi cette opération-là maintenant. Et donc, pour revenir aux freins, effectivement, dans les communes, c'est le manque de moyens. Et c'est surtout arrivé... en fait, le plus gros frein, c'est ça, c'est le côté financier. Certains nous disent qu'ils n'ont pas assez de ressources sur le territoire. Moi, j'ai pu me rendre personnellement que dans une commune encore qui s'est engagée, la commune de Saint-Chamas, à côté de Marseille. Mais
Mais quand on vous dit, quand les élus disent on n'a pas les moyens, qu'est-ce que le lobby des consciences est-ce que vous avez un carnet, quelque chose qui montre si ça ne vous coûte pas plus cher ou si c'est pas très difficile ou est-ce qu'effectivement le coût financier, le coût des moyens, peut-être aussi humain, structurel, et la structure, ça peut être réellement un obstacle à ces communes? Ou c'est vraiment une manière de botter en touche? Moi, j'ai envie de... enfin, en général, moi, ce que j'ai répondu, c'est certes, je comprends, c'est un moment difficile où vous allez effectivement peut-être être pas endetté, mais avoir quelques moments de galère, mais vous allez amortir sur le long terme parce que vous allez tellement avoir gagné. Par exemple, quand on promeut le bio et le local, donc local, ça aide la souveraineté alimentaire, ça permet d'enlever l'impact carbone, etc. Mais c'est surtout le bio le plus important parce que pour la santé, les pesticides, l'impact sur l'environnement, la biodiversité, etc. Et donc, juste pour revenir sur le fait que le bio, c'est pas juste acheter des produits bio, c'est baisser du coup la part de protéines animal, c'est réduire le gaspillage, comme vous l'avez dit, c'est inné. Et en fait, juste de baisser du coup le poisson et la viande, ça va faire gagner par exemple une petite marge financière qui va pouvoir faire gagner d'acheter d'autres produits de meilleure qualité et de faire en fait maison, ça sera moins coûteux, je pense, au long terme. Et si on installe une régie communale agricole, pareil. Enfin, au début, ça va pas être évident parce qu'il va falloir investir, mais au final, le coût des repas va normalement baisser, comme la commune de Mouans-Sartoux que vous devez connaître. Qui est une commune très précurseur en matière Exactement. de cantine scolaire bio, circuit court. Ils ont créé leur potager, etc. À côté de Nice, il me semble. Voilà, ça a été la jeunesse de notre projet. Ils sont 100% bio, 100% local. Bon, ils ont mis 10 ans, c'est long, ça a été compliqué. Mais là, ils sont totalement autonomes, indépendants et tout fonctionne. Donc, c'est ce que je réponds en fait. C'est d'accord, je comprends, ça va être dur, mais vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, vous allez être encore plus satisfait. Et après, vous allez même... En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on n'est pas engagé dans ces thématiques-là, il y a des externalités négatives sur la santé et sur l'environnement qu'on paye autrement et plus tard. Donc là, au final, même si l'argent il n'est pas dans notre poche ou dans notre compte en banque, il disparaît quand même. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris mon idée. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Dominique, vous constatez, vous, d'abord les ressources, elles existent sur votre territoire, ressources bio, quand vous allez voir les agriculteurs disant nous on veut bosser avec vous pour Exactement, la cantine, oui. Ça fonctionne ou c'est un frein? Alors, nous, comment ça se passe? Ça fonctionne très bien puisque nous, on ne travaille pas directement avec les producteurs nous-mêmes puisque notre prestataire travaille avec la Chambre d'agriculture, donc le Masériculteur notamment, Univers chez nous aussi, et d'autres producteurs comme le riz de Canavert qu'on a aussi sur le territoire de Saint-Gilles. Donc, vraiment, ça fonctionne bien et c'est vertueux dans le sens où c'est à la fois aussi une économie locale puisque en faisant travailler notre tissu proche de co-acteurs, nous avons aussi une économie. Nous évitons les terres en jachère. Je veux dire, c'est aussi le paysage de notre environnement on va dire qu'on constitue aussi ou qu'on maintient. Donc c'est vertueux, je pense, à tous les niveaux. Et on reparle de prix, certes. Alors après, je pense que c'est une volonté politique avant tout, la prise de conscience, et ça vous l'avez dit. Et je pense que nous, on a pris conscience qu'il faut que c'est bénéfique pour la santé de mieux manger, etc. Alors combien les parents paient à Saint-Gilles la cantine? Est-ce qu'on a une idée, la fourchette de prix, par exemple? Le prix brut, sans, alors je ne parle pas des aides de la CAF, etc., c'est 4,10 €. On n'a pas augmenté, on s'était mis un point d'honneur à ne pas augmenter le prix du repas, malgré qu'on ait, nous, par contre, amélioré la qualité, introduit plus de bio, etc. On le prend vraiment sur notre budget, parce que c'est une volonté, comme je le répète, politique. Voilà. Alors ce soir, on voulait parler de restauration collective. Et dans restauration collective, il y a donc collective. On va peut-être donner la parole à Marion qui a mené un autre projet à Nîmes. Alors on s'éloigne un peu de la cantine. On va plutôt parler d'intégration sociale, avec un projet qui s'appelle le Resto Dynamo, qui aujourd'hui est, on va dire, un peu éteint à cause du Covid, mais qui a quand même permis l'intégration de certaines populations. Est-ce que Marion, vous pouvez nous raconter l'histoire de ce Resto Dynamo? Alors, à Nîmes, nous sommes à Nîmes. Oui, le Resto Dynamo, c'était l'association Quartier Libre qui a créé ce restaurant collectif associatif. Et en fait, l'association Quartier Libre s'emploie à proposer l'apprentissage du français au travers de la culture française. Et évidemment, pour nous, la culture française, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi la cuisine. Et aussi, c'est un lien énorme avec des personnes qui parlent ou qui parlent quasiment pas le français. C'est aussi une façon de communiquer, de fabriquer des choses ensemble. Et donc, 2 fois par mois, pendant 7-8 ans, jusqu'à là, cette année, l'année dernière,
On en a fait un dernier, mais c'était, voilà, on connaît le problème, hein, des restaurants avec le Covid. Et notre action n'a pas pu résister à ça. On faisait 2 restaurants par mois où les personnes donc, de notre association, les apprenants, venaient. Et d'ailleurs, ce qui était très rigolo, c'est que ces 4 dernières années, le chef était lui-même un apprenant au départ. Il était venu apprendre le français chez nous. Puis on a découvert qu'il était cuisinier et que c'était un super, super bon cuisinier. Donc c'est lui qui a animé le restaurant. Et pour lui, il a fait d'énormes programmes français parce que quand il travaillait au préalable dans des cuisines de restaurants lambda, on lui disait des mots-clés, mais voilà, il ne parlait pas. Et dès lors qu'il a commencé à animer cet atelier, évidemment, il a commencé à faire d'énormes programmes français. Donc là, on parle d'une cuisine qui permet le lien social avant tout. C'était Oui, ça, hein, la lien démarche. et aussi le proposer une ouverture sur la culture française, sur la cuisine, la gastronomie. Et ça nous Pour les apprenants. Pour les apprenants, bien sûr. Et alors, qui venait manger à ce restaurant? Du coup, tout le monde pouvait s'asseoir à cette table. N'importe qui avait le droit de venir. Mais c'est vrai que beaucoup d'associations venaient nous soutenir, ou des personnes du département aussi. Enfin, voilà, il y avait énormément de gens qui se sentaient concernés par une action pareille, qui venaient. Et du coup, nos apprenants étaient dans des conditions de restauration classiques, avec présentation du menu, élaboration, les courses d'ailleurs. Avant, le lundi, on préparait évidemment tout. Et le mardi, on était en situation restaurant. Est-ce qu'on a une idée des gens qui ont appris, des apprenants, donc, qui sont venus apprendre à cuisiner avec vous, qui en ont peut-être fait un métier ou qui ont suivi, ou ça c'est très difficile? C'est très difficile parce que là, on a affaire à une population migrante, des gens qui sont dans de grandes difficultés et malheureusement, ils ne trouvent pas tous du travail aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Alors qu'aujourd'hui, on le voit, hein, de nombreux restaurants n'arrivent pas à recruter le personnel. Ils sont tous en train de rechercher pour les saisons des personnes pour travailler. Il y avait une question dans le public. Merci pour vos informations. Je viens de la ville de Toulouse, qui se trouve en Occitanie aussi. Et à Toulouse, c'est une grande agglomération. Il y a fait le choix d'une cuisine centrale, une seule et unique cuisine qui dessert toute l'agglomération, des dizaines de milliers de repas par jour. Et je suis aussi papa d'une petite fille. Il me disait ne pas aimer beaucoup ce qu'elle mange à la cantine, de ne pas avoir d'appétit devant ce qu'on lui sert. Donc j'ai décidé de faire le test et de l'apprendre à la maison pour cuisiner moi-même pour elle à déjeuner. Et je me suis rendu compte que ce que je cuisine, simple et bon, simple, mais prêt, elle termine son assiette. Donc ma question pour vous, c'est est-ce qu'à l'échelle d'une grande agglomération, est-ce que c'est possible d'avoir des systèmes différents de cuisine centrale? Est-ce qu'il est possible que les groupes scolaires puissent développer des cuisines et cuisiner peut-être pas la totalité, mais au moins une bonne partie des repas livrés aux élèves, et ce en restant à des tarifs plus abordables pour les parents? Peut-être Perrine ou Dominique qui veut répondre, les deux. On commence. Dominique? Oui, alors nous n'avons pas fait le choix puisque nous n'étions pas équipés, on va dire, pour pouvoir cuisiner nous-mêmes et en régie, parce que c'est quand même lourd d'investissement d'avoir une cuisine centrale nous-mêmes. Mais par contre, vu qu'on l'a trouvé et qu'on est content de ce que produisent, c'est comme si c'était notre personnel finalement. À part que c'est produit à 20 km de chez nous, bon, impact carbone, comme on le disait tout à l'heure, est quand même pas très important. On est satisfait de ce qu'ils produisent, puisqu'ils cuisinent. La plupart des plats sont vraiment cuisinés. C'est pas des plats tout prêts. C'est vraiment voilà, la purée par exemple, c'est de la purée, quoi. C'est pas des flocons. Voilà, avec des agriculteurs. Et j'avais un exemple en tête de cet hiver, où quand je disais que c'était vraiment une action aussi éco-responsable et économique locale, c'est qu'on a eu un agriculteur qui a eu un petit souci de mévente à la fois, mais aussi de surproduction de son produit qui était du poireau.
eh bien, la cuisine centrale, qui ne dessert pas que la commune de Saint-Gilles, a décidé de décliner le poireau sur toute une semaine ou une quinzaine, sous toutes ses formes, et on changeait de plat tous les jours, de manière à absorber ce qu'ils n'avaient pas pu vendre, etc. Et on a quelque part contribué à sauver un petit peu, sûrement, l'entreprise de ce monsieur, de cet agriculteur qui était en difficulté passagère sur cette surproduction, on va dire. Voilà. Donc ça sert à ça aussi, de faire participer, solidarité bien évidemment. locale. Mais Perrine, est-ce qu'on peut avoir un modèle de cantine vertueuse je m'adresse à vous, parce que j'imagine que vous avez un peu des idées sur la question. Dans une grande ville, effectivement, comment on fait? Alors Toulouse, Marseille, Montpellier et puis même Paris, est-ce qu'avoir une cantine qui fait du circuit, par exemple à Paris, dans des grandes métropoles, qui fait du circuit court, qui propose du bio à des prix complètement raisonnables, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas utopique ou c'est réalisable? Je pense que rien n'est utopique. Quand on veut, on peut, quoi qu'il arrive. Enfin, la question est, les grandes villes ont forcément. Enfin, il y a 56% de surface agricole utile en France. Il y en a assez pour tout le monde, de partout. C'est juste une question de moyens et d'être prêt à mettre la main à la pâte. Donc, je pense que tout peut fonctionner en réseau vertueux, oui. Et faut juste. Enfin, le problème aussi qui se pose aujourd'hui, c'est que aussi tous les agriculteurs ne sont pas en bio et local. Donc, effectivement, à un moment donné, on va s'impacter à ce problème-là qui peut être de ressources. Donc en fait, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un mouvement qui aille de tous les côtés, au niveau de l'agriculture, au niveau de la restauration collective, au niveau des citoyens, parce qu'un agriculteur a besoin qu'on consomme forcément, sinon son agriculture ne sera pas soutenable. Donc après, pour vous répondre moi j'ai pas travaillé j'ai travaillé un peu sur les Bouches-du-Rhône. J'ai mes bénévoles qui essayent de rentrer en contact sur Marseille et c'est en cours et c'est très long. J'espère qu'ils vont y arriver. L'opération a vraiment débuté en janvier, donc c'est encore quand même tout frais. Donc j'ai pas de réponse concrète à vous apporter en vous disant ok, nous on a rencontré telle et telle commune et ils font comme ça, donc on va leur dire de faire comme ça. Nous vraiment voilà, c'est juste le principe de. Enfin là, ce que j'essaye de conseiller à mes bénévoles, c'est de pousser au maximum l'expertise sur le territoire, de trouver qui est en bio, qui est en circuit court, qui est prêt à s'engager, quels sont les assos qui peuvent regrouper tous ces acteurs-là et de leur pousser à leur proposer. Et, enfin voilà, ma réponse a sûrement été un peu trop évasive. Non, ça ira très bien. Marion, justement, sourcer les produits, est-ce que vous, avec les populations d'immigration, vous parlez aussi qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, où est-ce qu'on achète les produits quand on arrive dans un pays, on ne connaît pas forcément la culture, puis ça peut coûter cher pour le coup d'acheter bio quand on est citoyen. Donc est-ce que ça faisait partie du projet de Resto Dynamo ? En partie, mais non, on n'allait pas. Bon, déjà, en général, ces personnes ont du mal à boucler les fins de mois. On n'allait pas leur prendre la tête, à leur dire il faut absolument que vous achetiez du bio. Faut pas non plus. Mais en revanche, oui, bien entendu, on parlait des bons produits et d'aller au marché, par exemple, le marché Jean Jaurès qui n'était pas loin du restaurant Dynamo le vendredi matin, d'aller acheter aux producteurs, parce que c'est là où c'est le moins cher, quand même, aussi, d'aller. Ça, évidemment, on les invitait à se rendre sur le marché, on l'a fait quelques fois, mais ce n'était pas notre priorité. Notre priorité était vraiment sur la culture, sur la cuisine, sur comment on se comporte, comment on met la table, tout l'aspect hôtellerie, restauration. Pour encore une fois, leur permettre une meilleure adaptation aussi, alors, se connaître la langue française, mais aussi faciliter une intégration oui, parce qu'évidemment, dans le pays. On leur souhaitait de trouver du travail aussi après. Et puis d'ailleurs, c'était aussi un peu notre rôle de les inciter à apprendre un métier et en tous les cas leur donner envie ou pas d'aller vers ces métiers-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je ne vois pas bien si des bras se lèvent. Alors on va continuer à parler. C'est vrai qu'on s'oriente beaucoup sur la cantine. Dominique, est-ce que vous avez eu des retours des familles, vous, qui vous dites c'est super, mon enfant il mange tout, ou au contraire, peut-être des enfants qui ont dit on ne voit absolument pas la différence, c'est pas bon ce qu'on a mangé.
c'est tout à fait possible aussi. Quels ont été les retours? Alors, oui, les retours des familles. Bon, moi, j'assiste à tous les conseils d'école, hein, bien évidemment. Donc, j'ai vraiment le retour positif des familles, donc des représentants des parents d'élèves à ces conseils d'école. J'ai aussi le retour des agents de la restauration qui, justement, constatent qu'il y a moins de gaspillage. Et là, on a décidé, à partir de la rentrée là, de septembre, de mettre en place, d'inviter les parents, une fois par trimestre, dans chaque restaurant de la ville scolaire, à venir goûter et manger ce que les enfants mangent. Et peut-être assister aussi à une animation que font nos animateurs donc, pendant la pause méridienne. Et donc l'idée c'est de construire, enfin d'établir une liste de personnes qui seront volontaires, hein, on va appeler à candidater bien évidemment. Et l'idée c'est la transparence, c'est-à-dire vraiment de manger la même chose que les enfants. Et en même temps, moi je pense que d'associer les parents dans les commissions de menu, par exemple, franchement, ça ne sert à rien. Parce qu'on arrive là, notre prestataire est là, notre cuisine centrale est là, on débat des menus qui ont marché, qui n'ont pas marché. Donc, c'est plus nos agents, finalement, qui débattent ou qui débriefent plus que nous. Le mieux, pour être transparent, c'est d'inviter les gens à la table et de venir vraiment goûter eux-mêmes ce que leurs enfants mangent, quoi. Et je pense que ça va être bénéfique et que du moins la population, enfin du moins les parents ou les familles se rendront compte de ce que les enfants mangent actuellement dans nos cantines. Puis vous l'avez dit, il y a aussi le défi du gaspillage alimentaire. Alors j'imagine ça commence à se réduire, mais comment on fait concrètement pour faire des repas au plus juste et puis gaspiller à minima? Alors nous avons, notre responsable est aussi diététicienne. Donc du coup, elle notamment pour les maternelles, elle essaye pas de réduire, c'est pas le mot, mais d'essayer d'ajuster les portions et justement d'influer sur ces commissions de menus dont je parlais précédemment. Quand notre prestataire est là, et ben voilà, de lui dire voilà, aujourd'hui, franchement, les maternelles, il faudrait peut-être plus mettre, je sais pas, de fruits, etc., où il n'y en a pas assez, par exemple, et de réduire les portions de viande parce que vraiment il y en a trop et c'est du gaspillage. Et comme ça, on arrive à réguler ce qu'on sert aussi. Alors ça, c'est un premier levier. Après, moi, si vous voulez, on essaye de décliner. Alors, je parle pas que de la nourriture et du bien manger, mais aussi toutes les actions de la biodiversité dans nos services. On essaye de travailler autour de l'environnement et chaque service a son projet, on va dire, propre. Et du coup, l'enfant, quand il met le pied dans l'école dès le matin, dès 7h30, quand il est à l'accueil, eh bien, il y a des activités sur la biodiversité. Alors que ça soit le tri, que ça soit la découverte des agriculteurs. On fait venir aussi nos agriculteurs locaux, alors soit pendant la pause méridienne, soit pour parler de leurs produits. Comment ils cultivent, comment un abricot arrive à pousser, voilà. Et on essaye vraiment d'impliquer tout le monde dans cette action, comme je vous le disais tout à l'heure, que tout un chacun apporte à son niveau, on va dire, sa contribution. Voilà. Arion, comment vous faisiez, vous, dans ce restaurant solidaire pour lutter contre le gaspillage ou pour le réduire à son maximum? On avait un chef assez professionnel qui, de toute façon, on faisait 40 repas. On n'en faisait pas un de plus, on savait exactement le nombre de repas qu'on allait servir, donc on agissait en conséquence. Il n'y avait aucun gaspillage. Est-ce que les femmes ou les hommes qui venaient, qui apprenaient au restaurant, revenaient d'un repas sur l'autre, 2 fois par mois? Est-ce que c'était les mêmes qui faisaient la nourriture ou ça variait? En général, ça tournait, mais il y avait quand même un petit noyau dur. En fait, on fonctionne en année scolaire, donc chaque année, il y avait à peu près toujours les mêmes personnes et certains qui voulaient justement voir comment ça se passait. Mais autrement, il y avait un bon tour. Oui, c'est un bon. Et là, avant de commencer, vous nous disiez, aujourd'hui on est un peu à l'arrêt. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui fait que ce restaurant n'a pas pu reprendre après le Covid, c'est ça? Après le Covid, notre chef est parti. La période a été assez compliquée. Total, il est parti, il a trouvé un autre employeur. Parce que nous, on ne pouvait plus rien faire. Hein. Donc, et puis on n'a pas pu ouvrir pendant 1 an. Donc au bout d'1 an, on s'est dit qu'on allait changer de projet culturel. On va faire de la couture maintenant. D'accord. Donc c'est aussi sur le même principe. Venir l'année prochaine parler de la couture. L'année prochaine, on fera une table ronde sur la couture. Récupération et recyclage, etc.
Perrine, est-ce que ce qu'on dit ce soir, quand même, il y a des points positifs? Est-ce que on parle de lobby des consciences? Il y a quand même un réveil. Alors, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais le réveil des consciences aujourd'hui, il est réel ou pareil, c'est quelque chose, oui, qu'on entend, mais au final n'est pas très se concrétise peu, quoi. Je pense que la commune de Saint-Gilles est sur le bon chemin. Et c'est génial aussi d'utiliser du coup la cuisine et l'alimentation pour l'insertion sociale. Mon seul regret, c'est que ça représente une petite proportion du territoire et du nombre d'habitants. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se lancent là-dessus. Et c'est vraiment pas... Enfin, comme tout à l'heure, quand je vous l'ai dit, nous, nos bénévoles, on est là, je crois qu'on va arriver au nombre de 400. On est lancé, on a fait énormément de prises de contact, mais on n'est pas reçu. Je crois que chez vous, ça pas... Enfin, moi, je ne m'occupe pas du Gard, donc je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais il y a Si Dominique Tudela entend parler des bénévoles du lobby des consciences, elle sera super, elle sera briefée quand même. Merci. Et parce qu'en fait, c'est vraiment une voix de citoyen, une voix du peuple, et on est là pour essayer de créer ce dialogue et de voir comment on peut nous les aider, même si on n'est pas des experts forcément, ou juste de leur faire comprendre que c'est le moment où il faut agir, on n'a plus le temps. Enfin, là, on va vraiment vers notre propre extinction. Je ne veux pas être alarmiste, mais tout ça a beaucoup trop de sens pour qu'on soit vraiment ignoré ou quoi que ce soit. Et donc oui, là, c'est rassurant, mais effectivement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes et beaucoup plus d'engagements qui viennent de toutes parts. Voilà. Dominique, vous vouliez prendre la parole? Oui, après, ça peut aussi venir des populations, parce que le Covid nous a apporté beaucoup de désagréments, on est d'accord, pas beaucoup de points positifs. Le seul qu'on pourrait, on va dire, retenir et qui soit positif, c'est que les gens se sont, après des séries successives de confinement, etc., se sont recentrés sur justement le local. Et moi, je pense que les gens ont beaucoup acheté au marché, par exemple, chez les producteurs locaux. Ils se sont recentrés un petit peu sur l'essentiel et sur ceux qui les entouraient. Donc peut-être qu'après, on peut faire pression comme ça sur les politiques quand ils sont peut-être pas enclins à entendre ceci. Bon, ça peut être un petit levier. Voilà. Moi, pour rebondir là-dessus, moi j'ai cru à une prise de conscience pendant le Covid. Il y a eu un drive du circuit court qui a été mis en place par le parc de Camargue. Fin de la pandémie, c'est tombé à l'eau. Racontez-nous, le drive du circuit court dans le parc de Camargue, ça fonctionnait comment? Oui, pardon. Moi, à moins que dans la salle, tout le monde soit un peu informé, mais ça peut être intéressant de revenir sur cette expérience. Malheureusement, je n'ai pas été aux commandes à cette époque-là. J'étais encore en train de finir mon master et mon mémoire. C'est comme je suis chargée de mission agriculture au parc que j'ai eu écho des anciennes missions qui ont été mises en place. Et pendant la pandémie, justement, grosse relocalisation, prise de conscience. Et du coup, le parc a mis en place un point de rassemblement par rapport aux produits des agriculteurs du territoire où les citoyens pouvaient se fournir. Et du coup, c'était utile dans les deux sens. Eux mangeaient des gros produits et ils n'avaient pas besoin d'être exposés à la pandémie ou arriver à des problèmes de fournissement. Et au final, ce qui avait été un système vraiment cool pour les deux côtés, à la fin, du moment que les supermarchés ont été repris en abondance et tout ce qui va avec, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Effectivement, le monde d'avant, on en a beaucoup parlé, puis en fait, on y est quand même vite revenu. Et Marion, vous faites l'expérience. Aujourd'hui, c'est compliqué de relancer un restaurant post-Covid, un restaurant solidaire. Oui, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, on vend tout le matériel, si vous êtes intéressé. Une petite annonce. Alors, je crois que David avait une question pour Resto Dynamo. Alors moi, je voulais inviter le Resto Dynamo, en fait, parce que bon, je travaille sur ce programme, et je voulais clarifier quelque chose par rapport à ça, c'est que pour moi, la terre nourricière, elle est une et indivisible quelque part, et du coup, ce qui était très beau dans ce projet-là, c'est que des gens arrivaient de partout, et par la cuisine, arrivaient, donc par les recettes, ce qu'ils faisaient comme cuisine, ils arrivaient à rester avec nous, et puis en tout cas, ils inventaient des choses, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi, je ne sais pas si Marion, tu pourrais nous raconter peut-être des recettes, parce que moi je sais que... Ah non, mais attention, on faisait des recettes uniquement françaises. Hein. Ouais, non, mais il y avait aussi des recettes avec une petite touche à l'ancienne, quand même. Ah non, c'était la cuisine française uniquement. Ah, moi j'ai vécu... Et on y tenait absolument. Moi, j'ai mangé des trucs un peu exotiques, hein, quand même. Peut-être que Rolf, qui venait du Botswana, nous a fait 2 ou 3 petites... digressions. Voilà, mais autrement, non, on tenait exactement à leur faire découvrir et justement à montrer comment... parce qu'on faisait des parallèles évidemment avec la littérature, avec parfois le cinéma.
voilà, avec l'histoire, voilà, il y avait, nous on se raccrochait à plein de choses pour pouvoir parler de cuisine aussi. Oui, c'est ça. Mais en fait, cette dimension-là était hyper importante quand même. Ah bah oui. Oui. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'était parce que tout le monde ne connaissait pas forcément cette expérimentation. Tout le monde n'a pas mangé au Resto Dynamo. Oui. Ah, c'est là-bas que ça se passe. C'est vrai que c'était fort agréable. On avait une autre question. Plus qu'une question, c'est une remarque que j'adresserai à Perrine, puisqu'effectivement, on a pratiquement évoqué tous les acteurs. Mais il me semble qu'il y a un point qui me paraît tout à fait important si on veut réussir dans la restauration collective en alimentation bio, c'est la mobilisation des agriculteurs. Dominique Tudela a cité effectivement le fait que la commune peut aider des agriculteurs en difficulté. Je passe sur la remarque. Mais il faut que ce soit les premiers acteurs. Si on n'a pas de produits bio, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de producteurs bio. Il faut être clair, net et précis sur la question. Donc, moi, je vis avec une utopie parce que j'ai essayé de la faire vivre sur les monts de Lyonnais. C'était effectivement de travailler sur les concertations de territoire et faire que tous les acteurs de la filière, du producteur jusqu'au consommateur, les parents d'élèves, forcément les élus, on se concerte et on avance. Aujourd'hui, on a des outils qui sont effectivement, Dominique Tudela l'a rappelé, la législation qui pousse à utiliser le bio dans les cantines scolaires, mais sur la base de recommandations, on n'en est toujours pas dans des actes précis, quoi. Donc, moi, ce qui me semble important, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de manger mieux et autres tant qu'on n'a pas les acteurs autour de la table. En clair, les agriculteurs. Pour rebondir sur ce que vous dites, vous, ça fait un bout de temps que vous êtes engagé sur cette réflexion de territoire. Vous étiez, donc, non, mais ça veut peut-être, alors je ne sais pas combien d'années, mais ça veut dire quand même qu'effectivement, on parle d'urgence. Perrine nous en parle, on entend tous les jours parler. Au final, il n'y a pas grand-chose qui bouge parce que cette urgence et ce bien manger, ce bon manger en restauration collective, à la cantine notamment, mais pas seulement, vous en tirez quelle conclusion ? Vous avez eu l'impression de vous mobiliser, puis au final, ça aboutit sur quoi ? Est-ce que vous avez des exemples ? Des exemples, je peux parler que de mon exemple personnel. Mais c'est vrai que ce qu'on a essayé de faire, c'était aussi un statut associatif. Le Centre Environnement Développement Durable des Monts du Lyonnais n'a fonctionné que parce qu'il y avait des subventions des élus locaux, que ce soit les communes, que ce soit... les métropoles n'existaient pas à Lyon à l'époque, et surtout du conseil régional qui avait des programmes. Donc ça venait d'en haut. Et nous, localement, on a bénéficié effectivement sur des appels à projets de pouvoir monter ces projets. L'expérience, elle a duré 4 ans. 3 ans et demi en fait. Elle a capoté parce qu'il y a eu des changements politiques. Premier point. Deuxième point, sur le territoire, effectivement, il y a eu des aspects positifs. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre d'agriculteurs, je ne peux pas les chiffrer parce qu'on ne l'a pas étudié d'un point de vue quantitatif, se sont mobilisés et ont voulu passer en conversion. Le problème des Monts du Lyonnais, c'est un peu spécifique, c'est essentiellement une producteur de lait. Donc on avait toute une série de produits qui n'étaient pas disponibles sur le marché. Je ne parle pas des bananes et des avocats, ça paraît évident, mais c'est quand même ça la question. Beaucoup de producteurs sont passés au maraîchage. De jeunes agriculteurs se sont implantés sur le territoire. Donc c'est le point important, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Moi j'ai quitté les Monts du Lyonnais faute de subsides dans l'association. Mais ce qui reste, je dirais, c'est cette culture justement de se concerter. L'expérience a beaucoup marché sur un collège parce que, vous l'avez cité, le cuisinier était le fer de lance de cette politique. Et donc, à partir de lui, a rayonné toute une série d'agriculteurs qui se sont mobilisés et qui ont changé leur production. Elles n'ont pas complètement d'un jour au lendemain passé d'une production à l'autre, hein, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça, mais qui, conscients de ça, ont dit là, il y a un marché local et je m'insère dans cette politique-là. Et donc, le marché s'est développé. Alors, je pourrais rajouter d'autres épisodes, mais ce qui est le problème, c'est la durée d'une politique quand elle est décidée. Entre autres, voilà, c'est que le choix politique est fondamental aujourd'hui et qu'à mon avis, au niveau de l'État, on n'est pas à la hauteur. C'est clair parce que là, je vais rebondir là-dessus parce que nous, quand ils ont supprimé les contrats aidés, l'association, ça nous a mis presque en péril
sur pas mal d'actions. Donc, et il n'y avait rien pour remplacer ça. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Les associations ont beaucoup souffert à ce moment-là. Beaucoup. Un poids politique énorme dans cette transition écologique. Perrine, tu voulais parler ? Non, c'est surtout le poids des gros lobbies industriels qui appuient sur la politique, qui eux sont corrompus par certaines sommes d'argent qui sont versées. Mais effectivement, c'est vrai que là-dessus... Ok. Bon, je suis rassurée que David m'approuve. Mais juste dans ce que vous avez dit, ça rejoint un peu du coup ce qu'on fait. C'est en fait soutenir donc l'agriculture biologique de conversion, l'agriculture éthique face au poids du coût de l'agriculture industrielle et essayer de faire en sorte de créer la demande pour pousser au développement de l'offre. Mais oui. Et comme je redisais tout à l'heure... dans le lobby des consciences, vous allez vers les agriculteurs. Et ils vous connaissent aussi, ça fait partie de l'état. Parce qu'on comprend, pas vous pour êtes le au moment. tout début, on a bien compris, mais dans cet état des lieux, est-ce que vous allez chez les agriculteurs leur présenter, par exemple, votre démarche ? Pas pour le moment, parce que nous, il a été convenu qu'on voulait vraiment avoir en priorité les décideurs. Parce que s'il y a les agriculteurs et que les décideurs ne sont pas alignés, ça ne sert à rien. Enfin, il n'y aura pas de répondants et les agriculteurs vont se trouver tout seuls. Mais pour votre... Ça reste compliqué de mettre tout le monde encore aujourd'hui moment autour de la table. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre aussi, c'est que c'est des citoyens. On est tous des petits bénévoles. On a notre travail, notre vie. On n'a pas... c'est trop difficile pour le moment. Peut-être les salariés, lorsque l'asso se développera, etc. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on essaye de nous se déplacer en commune, montrer notre rapport d'expert, notre motivation et les pousser à se réveiller, aidés par nos partenaires. Et on espère que du coup, ça va se développer et qu'on aura plus d'impact avec le temps. En tout cas, si dans la salle, des gens veulent rejoindre le lobby des consciences, on va sur Internet et on regarde à peu près où est-ce qu'on a des bénévoles près de chez nous. C'est comme ça, où on cherche le coordinateur ou la coordinatrice. Oui, c'était ça. En fait, il suffisait d'aller sur le site internet jeveuxaider.gouv et il y avait vraiment des antennes dans chaque département et donc par EPCI, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un peu une renaissance de l'association. Parce que comme je vous l'ai dit, elle a débuté en janvier. On a beaucoup d'ambassadeurs et on a 400 citoyens, mais on n'a pas... tout est trop lent. Tout est beaucoup plus chronophage qu'on ne l'avait pensé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus le temps. Donc on va changer nos méthodes. On va arrêter le recrutement. On va reprendre les noyaux durs par chaque antenne. Et on va essayer de pousser plus loin la prise de contact. Bon, j'en dirai pas plus en tout cas, mais voilà. Vous reviendrez l'année prochaine. On avait une dernière question. Si dans la salle, il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On les prend. Puis après, il y a un petit concert, un concert qui s'annonce. Pas un petit concert, effectivement. Un beau concert qui s'annonce. Donc, on est un peu dans la dernière ligne droite de cette rencontre. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a des questions. Alors, j'aurais une question pour Madame l'élu et puis éventuellement pour Marion, qui est dans un centre urbain quand même assez dense, qui est Nîmes, je crois. Alors moi, ma première sensibilisation à la nature, ça a été d'observer mon grand-père faire son potager. Voilà. Et l'inconvénient pour lui, c'est qu'on se roulait sur ses pousses de carottes, on prenait ça pour de la pelouse de Wimbledon, mais à part ça, j'ai toujours mangé des légumes bio. Ce qu'on appelle aujourd'hui bio, en fait, c'est exactement ce que faisait naturellement mon grand-père. Alors on le paye un petit peu plus cher, on peut se poser la question. On est de plus en plus nombreux à devoir manger. Il y a de plus en plus de citoyens qui s'interrogent sur la possibilité de faire de l'agriculture urbaine. Alors, est-ce que, alors dans une ville de Nîmes, je ne sais pas si c'est des choses qui se font, est-ce qu'au niveau de Saint-Gilles, il y a des terrains qui peuvent être mis à la disposition des citoyens pour faire son potager? Alors, ça nourrira pas tout le monde, mais ceux qui se passionnent pour cette activité ont peut-être une envie de le faire, là où d'autres préfèrent acheter un réseau d'agriculteurs qui est extrêmement bien organisé et avec un tissage très large dans la région, parce qu'on a très vite fait d'être en dehors du village pour se retrouver en plein air. En fait, nous avions justement des jardins, alors non pas partagés, mais des jardins individuels qui se trouvaient au bord des berges de VNF. Malheureusement, VNF, donc Voie navigable de France, a récupéré ces terrains et dont les jardins ont tous été arrêtés. Et là, donc, la ville a acquis une partie moins importante, bien évidemment, que ce qu'on avait auparavant, une partie de terrain. Et là, voilà, on est en train d'élaborer un projet, voir si justement on va sur ces jardins partagés.
Mais là, il faudra qu'on trouve des bénévoles justement qui vont s'occuper de ces jardins, etc. Et justement pour y intégrer après les scolaires, essayer de faire vivre ça, alors avec des associations bien évidemment. Je parlais de Villefleury tout à l'heure qui peut être enclin de nous aider et peut-être d'autres aussi. Voilà, donc là c'est le prémisse on va dire du projet et voilà. Donc, en tout cas ça va avec la notion de terre nourricière. Terre nourricière dit une terre qui nous donne à manger, donc il faut aussi savoir cultiver soi-même cette terre. Alors après, j'imagine que dans nos citoyens, nous avons des gens qui ont des potagers parce qu'ils ont un petit peu de terrain, etc. Et je pense que c'est le cas, bien évidemment. Maintenant, après voilà, après là, on est sur une autre idéologie du jardin et notamment partager. Et le fait, c'est de le faire partager à tous. C'est ça aussi l'important. Puisque bon, moi, je suis convaincue qu'on passe. Pour faire passer les choses, les enfants sont vraiment des vecteurs formidables. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, d'ailleurs, je vois mes deux représentantes du service patrimoine, où on a organisé pour la première fois un concours cette année, qu'on a appelé Graines de chef. Bon, c'était un petit peu du... ça parlait, hein, le titre parlait de lui-même, et on a fait participer donc bien sûr au volontariat sous forme de concours les écoles et les classes pour pouvoir élaborer à partir de la gastronomie bien évidemment française, mais aussi locale puisqu'on a imposé les thèmes, c'était du local, voilà, et on a distribué les prix il y a une semaine et vraiment les enfants ont réalisé des choses. Mais bon, Manon et Vanessa qui sont là et d'ailleurs elles auront un stand à Espérant où elles vont expliquer tout ce qui s'est passé. Et vraiment, ça a été une expérience extraordinaire que je pense on va réitérer les années prochaines, je pense. Pourquoi pas. Et à Nîmes, en effet, il y a des jardins potagers populaires sur le bord de l'autoroute. Mais il y en a beaucoup. J'y suis allée, j'ai un ami qui en a un. Et c'est vraiment génial. Parce que les gens se créent leur petit paradis dans ces endroits-là. Et d'ailleurs, depuis la fin du Covid, il y a des listes d'attente à Nîmes pour rejoindre. Il y a plusieurs espaces de jardins comme ça qu'on appelle jardin ouvrier. Et il y a beaucoup de listes d'attente de gens qui veulent se mettre à cultiver leurs légumes, leurs fruits pour quelques euros par mois parce que la location n'est pas très chère, mais ça reprend. Il y a un effet Covid en fait où les gens sont de plus en plus nombreux à vouloir cultiver un bout de terre. Avant de clôturer, est-ce que vous avez quelques questions ? J'ai attendu les 8 coups sonner, ça va être l'heure de passer au concert. Et donc de remercier Perrine, Dominique et Marion pour votre participation à l'ouverture de cette deuxième édition d'Acte 2. Perrine, je pense qu'elle voulait rajouter quelque chose. En fait, je me rends compte, il y a plein de choses que je n'ai pas dit, j'aurais aimé dire, mais bon, il y a juste, voilà, en tout cas... Pour la petite communication, on est présent sur Instagram, LinkedIn, Twitter, enfin sur tous les réseaux. Alors si vous avez trouvé que c'était intéressant notre démarche, je vous remercie par avance de vous abonner. On a une pétition également et je pense que vraiment le nombre va donner de la légitimité à notre opération et aux actions vers la transition écologique et c'est important qu'on se mobilise tous. Enfin voilà, merci beaucoup et voilà. Et puis on vous donne rendez-vous demain à Espérant sur le thème de la terre nourricière. Il y a plein de choses. Plein d'éco-acteurs à découvrir. Donc demain et après-demain, rendez-vous à Espérant. Merci à tous. Merci Agathe. Merci à tous.